Philosophe, enseignant, académicien, mais aussi marin, scientifique et auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, ce fils de paysan cathare d'obédience catholique se distingue de nombre de ses collègues philosophes en pratiquant ce qu'il appelle un optimisme de combat. Parcours atypique, langue de feu, œil malicieux, il décrypte le monde à la lumière des nouvelles technologies du vivant et de l'information en se moquant bien du philosophiquement correct. Père de luminescence, philosophe du corps, fervent admirateur de Simone Veil, aussi bien que d'Hergé, nous allons découvrir aujourd'hui le visage inattendu de Michel Serres. Michel Serres, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP. De façon inattendue. De façon inattendue, voilà. C'est vrai, quand je dis parcours atypique, vous avez une formation tout à fait extraordinaire. Vous avez fait l'école navale en 49. Normal sup. C'est le paléolithique supérieur. Je n'ai pas dit ça. Normal sup en 52 avec agrégation de philosophie en 55. Vous avez servi dans la marine de 56 à 58. Vous avez même participé à la réouverture c'est même moi qui l'ai faite. De Suez. C'est vous qui l'avez faite, carrément. Doctorat de lettres en 68. Ça résume assez bien, je trouve, cette formation qu'on va dire complète, ce que doit être la formation d'un philosophe, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble sur finalement toutes les sciences et tous les savoirs. Une vue d'ensemble, pas être spécialiste en tout, évidemment. On ne peut pas être spécialiste de tout, mais en effet, c'est une vieille tradition philosophique qui date de l'Antiquité grecque et qui a été constante pendant le Moyen-Âge et les temps modernes. Oui, enfin, tous vos collègues ne sont pas comme vous. Non, cette tradition a été justement arrêtée à un certain moment, lorsque l'université s'est mise à partager de façon brutale deux populations, les littéraires d'un côté, les scientifiques de l'autre, ce qui a permis d'avoir d'un côté des instruits incultes et de l'autre côté des cultivés ignorants. Et c'est quand même un peu boiteux. Et c'est pourquoi, dans les années qui précèdent, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le tiers instruit, pour essayer de ponter précisément ces deux cultures qui sont dramatiquement séparées. Alors justement, dans Le tiers instruit, je vous cite, je vais vous demander de commenter évidemment ces quelques lignes de vous. Par hygiène de la vie et de l'esprit, j'ai dû imaginer pour mon usage privé quelques règles de morale ou de déontologie. Après examen attentif, n'adopter aucune idée qui contiendrait à l'évidence quelques traces de vengeance. La haine, quelquefois, tient lieu de pensée, mais toujours la rapetisse. Ne jamais se jeter dans la polémique. Éviter toute appartenance. Fuir non seulement tout groupe de pression, mais aussi toute discipline scientifique définie, campus local et savant dans la bataille globale et sociétaire, ou retranchement sectoriel dans les débats scientifiques, ni maître donc, ni surtout disciple. C'est une ligne de conduite que vous êtes donnée comme ça un peu dès le départ. Je crois que j'avais été très éduqué par la guerre, puisque la guerre de 36, j'avais l'âge de la connaître, la guerre de 39, les guerres coloniales auxquelles j'ai participé. Et par conséquent, lorsque vous avez un corps de guerre, des jambes de guerre, un tronc de guerre, des épaules de guerre, vous avez une âme de paix. Et cette paix, ou ce pacifisme, si vous voulez, je l'ai beaucoup pratiqué. Quand je suis rentré à l'académie, j'ai pas voulu porter d'épée, vous voyez, symboliquement. Mais ce pacifisme-là, qui est d'un point de vue social ou politique, ou patriotique même, je l'ai appliqué dans le domaine des idées, dans le domaine de la pensée, etc. Pourquoi ? Parce que je trouve que la polémique fait perdre du temps, c'est-à-dire ça met de la chaleur passionnelle dans des débats qui n'en ont pas besoin, et par conséquent, je me suis épargné toute politique, et Dieu sait que j'aurais pu en faire, bien entendu, étant donné le nombre de sottises auxquelles j'ai assisté, vous voyez, mais j'aurais probablement perdu du temps, et ce type de polémique bloque l'invention, bloque l'intuition, bloque l'activité intellectuelle elle-même. Le pouvoir des idées vous intéresse beaucoup plus, finalement, que le pouvoir tout court. Il y a une sorte de contre-pouvoir. Le pouvoir ne m'intéresse pas, je dirais pourquoi, si vous voulez, mais les idées, aujourd'hui, on en a beaucoup besoin. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis dans Omniscience, nous vivons en ce moment une période extrêmement coupée de ses prédécesseurs, on pourra peut-être le dire, et on a besoin d'idées nouvelles très vite et de façon urgente. Et pourquoi ? Parce que les vieilles idées un peu dinosaures s'appliquent assez mal à l'état des choses actuelles, et par conséquent on a besoin de ça. C'est pas la peine de faire de la polémique ou d'en ajouter dans le tragique, vous voyez, voilà, ou dans la violence. Le problème de la violence a toujours été pour moi un problème majeur, la gestion de la violence, la manière de la vivre, de la domestiquer, si vous voulez.
Et donc, j'ai appliqué ça non seulement dans ma vie, mais aussi bien dans la politique ou dans la philosophie. Oui. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un technophile optimiste, c'est-à-dire que vous portez un jugement résolument optimiste sur le développement des nouvelles technologies. Vous analysez comment elles s'inscrivent un peu dans l'évolution actuelle de la société. Et votre parole, et la parole du philosophe en général, elle est de plus en plus nécessaire dans un monde qui effectivement avance très très vite technologiquement, mais en même temps régresse. On régresse aussi beaucoup. On devient de plus en plus superstitieux. On devient Oui. On croit toujours que le progrès est une affaire linéaire, c'est-à-dire qu'on va d'un endroit moins quelque chose à un endroit plus quelque chose. C'est pas vrai. Le progrès n'est pas une route, un chemin. Le progrès est un paysage. Alors il y a des endroits. C'est le fils de paysan qui parle là. Il y a des endroits où ça va mieux. Il y a des endroits où ça va mieux, c'est évident. Par exemple, une personne comme vous en 1830 avait 30 ans d'espérance de vie, une femme. Aujourd'hui, elle a 92 ans d'espérance de vie. Et il semble que votre enfant, si vous avez des enfants, auront 100 à 103 ans d'espérance de vie. Donc ça augmente, alors pour le meilleur et pour le pire, mais enfin ça augmente, vous voyez. C'est-à-dire que il y a des endroits où nous régressions de façon très violente, c'est évident. La télévision est aujourd'hui une église, une véritable religion du sacrifice humain, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire nous sommes revenus, pour ce qui concerne la diffusion des images, en plein paganisme, c'est évident. Bon. Donc il y a des régressions là, des progressions ailleurs, etc. Donc tout le problème est de juger de manière un peu raffinée ces choses très très complexes. Hegel disait une phrase que vous connaissez, la lecture du journal et la prière du matin du philosophe. Oui. Vous pourriez nous l'expliquer, cette phrase? Alors, à cette époque-là, le journal venait d'apparaître, n'est-ce pas? C'est l'illustre Gaudissart de Balzac. Et à cette époque-là, le journal était en effet un lieu d'information. Aujourd'hui, c'est un lieu de répétition. C'est-à-dire, on a toujours les mêmes choses, qui disent toujours les mêmes catastrophes. Toujours. Vous savez qu'une analyse de contenu montre que dans les médias, le mot le plus répété, c'est mort, et le second, c'est cadavre. Par conséquent, il n'y a pas de nouvelles dans les nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai accepté à France Info de faire 7 minutes tous les dimanches, en me posant la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles? Et réponse, rien. Voilà. Avec Michel Poulaco, ça a donné 2 livres d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, je dirais volontiers que la lecture du journal est la catastrophe ordinaire des non-philosophes. Ça a le mérite d'être clair. Oui, ça mérite d'être Quand je disais que vous ne connaissiez pas la langue de bois... Il vaut mieux éviter le journal, éteindre la télévision, etc. Et vous savez, les chiffres actuels, c'est que un chiffre dit... Alors, je ne suis pas sûr de citer le bon chiffre, mais on pense qu'aujourd'hui, les reçus aux grandes écoles sont ceux dont les parents n'ont pas de poste de télévision. Oui. Oui. Or, vous savez qu'il y a seulement en France 1% de gens qui n'ont pas de poste de télévision. Donc la catastrophe, c'est que nous recrutons dans les grandes écoles dans une population de 1% de la totalité. Oui, c'est quand même très important. Alors il faut que quand même les gens vite éteignent leur poste. Oui, sauf Théo de temps en temps, quand même. Alors on l'a dit, vous êtes académicien. Vous occupez le fauteuil numéro 18, vous êtes académicien depuis 1990. Alors le fauteuil numéro 18, j'ai envie de dire, c'est pas n'importe lequel. Il y a eu de célèbres occupants, je voudrais qu'on revienne sur certains noms, parce que finalement, parler de ces gens-là, ça va nous parler de vous aussi. 1841, Alexis de Tocqueville. Oui, Tocqueville fait partie en effet de mon fauteuil, et c'est celui pour qui j'ai le plus de révérence, probablement. Pourquoi? Parce qu'il a eu 2 ou 3 livres fondamentaux, dont un qui me paraît prophétique, La démocratie en Amérique, est un livre que j'admire beaucoup, parce que tous les gens qui voyagent et qui font un livre en 6 mois sur leur voyage ne répètent que les choses convenues, bien entendu, ça nous fait rire. Mais Tocqueville a passé assez peu de temps en Amérique, et il a écrit un livre que tous les Américains aujourd'hui lisent pour connaître leur propre pays. Bien sûr. Donc c'est vraiment un homme qui a eu une lucidité, une puissance d'analyse et de prévision tout à fait extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour Tocqueville, c'est sûr. Vous avez beaucoup de points communs. Il est penseur, politique, historien, écrivain, etc. Politique, il est... En tout cas... Il est juriste aussi. Oui. Oui, juriste. Oui. Il a effectivement une connaissance approfondie des États-Unis. Vous enseignez à Stanford depuis très très longtemps. Donc vous connaissez, vous aussi, les États-Unis. Depuis 38 ans, 39 ans. Voilà. Pas qu'aux États-Unis. Hein. Vous frottez votre savoir dans d'autres universités du monde, mais principalement quand même aux États-Unis. J'ai enseigné en effet au Japon, en Corée, en Amérique du Sud, en
Sorbonne. Sud. Oui, à la Sorbonne aussi, bien entendu, oui. Non, pourquoi? Parce que pour une raison très simple, cher ami, c'est que nous avons aussi bien en recherche scientifique qu'en enseignement un métier mondialisé depuis toujours, d'une certaine manière. Il était mondialisé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et par conséquent, un enseignant qui n'aurait pas frotté son exercice et son métier à la différence extraordinaire des cultures serait seulement un demi-enseignant. Vous voyez. Donc j'ai tenu beaucoup dans ma vie à enseigner un peu partout, et c'est très intéressant d'enseigner en Inde du Sud, dans une culture très différente, ou dans des pays un peu paradoxaux, vous voyez, un peu éloignés. Voilà. Alors Tocqueville, il a beaucoup analysé la société, la Révolution française notamment. Vous nous parlez d'une autre révolution, je voudrais qu'on insiste un tout petit peu sur ce point-là, que vous avez appelé l'hominescence, en train de nous dire, on est en train de vivre depuis quoi, 1968, grosso modo, une période de transition aussi importante que presque le néolithique, je dirais. Oui, en effet, parce que j'ai essayé de faire dans Hominescence précisément une sorte de bilan des changements en question, et des changements, vous connaissez l'épître de Saint Paul mieux que moi, qui arrivent sur des pattes de colombe, parce que, ou plutôt comme un cambrioleur dans la nuit, dit Saint Paul. Et si à la fin du XXe siècle, on m'avait demandé quel est l'événement le plus important du XXe siècle, j'aurais répondu, c'est la disparition de l'agriculture. C'est-à-dire, au début du siècle, nous étions entre 75 et 79% d'agriculteurs d'un pays analogue au nôtre. Aujourd'hui, c'est 2%. 2% les agriculteurs. Ce qui prouve que désormais, l'humanité autrefois était essentiellement dans la culture et l'élevage, et maintenant elle est complètement déplacée. Ça fait un rapport au monde complètement différent. Oui, puis vous expliquez très bien. La démographie, l'espérance de vie, l'espérance de vie, le rapport au corps, la douleur. J'avais écrit sur le corps, justement. Mais savez-vous, les 5 sens, par exemple. Oui, les 5 sens. Savez-vous, par exemple, que le roi Louis XIV, toute sa vie, a hurlé de douleur tous les jours. Alors qu'il est entouré des meilleurs médecins, quand même. Et oui, bien entendu. En tout cas, à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, un médecin peut rencontrer un homme de mon âge qui n'a jamais souffert. Donc, le rapport au monde avec l'agriculture est complètement transformé. Le rapport à son propre corps complètement changé. Le rapport à la famille, regardez par exemple en 1820, lorsque l'espérance de vie était de 30 ans, comme je l'ai parlé, un couple qui se mariait se jurait fidélité. Question, il se jurait fidélité pour combien de temps? Réponse, 3 ans. 6 ans, oui. Statistiquement, entre 3 et 6 ans. Aujourd'hui, on se jure fidélité pour combien de temps? Pour 65 ans. Et oui, c'est pas le même mariage. On emploie le même mot. Mais c'est pas le même acte, c'est pas le même contrat. Et c'est vrai pour la mort, et c'est vrai pour la naissance, etc. Donc il y a un tel changement de l'être humain, de son rapport au monde, de son rapport aux autres, qu'il est difficile de passer dessus quand on est philosophe. C'est pour ça que j'ai dit hominescence, en utilisant un mot qui n'est pas hominisation, bien sûr, parce que ce serait trop lourd, mais qui est un mot de changement comme adolescence ou luminescence ou phosphorescence. Oui. Alors, un autre occupant du fauteuil 18 à l'Académie française, on est en 1860, c'est Henri Lacordaire, restaurateur de l'ordre des Dominicains, prédicateur à succès, notamment les conférences de Carême à Notre-Dame, journaliste, homme politique, précurseur du catholicisme moderne. Et j'aime beaucoup cette citation de Lacordaire, je pense qu'elle va vous plaire aussi. Il y en a 2 en fait. Il y en a une première, c'est « Joindre ses mains, c'est bien, les ouvrir, c'est mieux ». Et puis celle-là, le bonheur est la vocation de l'homme. Il a dit ça lors de la 50e conférence qu'il a prêchée à Notre-Dame. Et vous dites que la philosophie sert à être heureux. Donc on voit les liens qui vous unissent aussi à la pensée de Lacordaire. Je ne suis pas complètement sûr que Lacordaire ait raison. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire peut-être qu'en vérité, le bonheur est la destinée de l'homme, mais ça ne se voit pas beaucoup. Je trouve que les hommes sont peu doués finalement pour le bonheur. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'ils recherchent leur bonheur, contrairement à ce que dit l'idée reçue sur cette question. J'ai l'impression qu'ils se précipitent volontiers vers les malheurs, vers les sacrifices, vers la violence, vers le péché originel. Ça me ferait penser peut-être quelque part que le péché originel n'est pas une si mauvaise idée que ça. Vous voyez? C'est-à-dire que peut-être nous portons à nous quelque chose d'un peu noir et qui est un peu transhistorique et qui est toujours un peu là. Regardez par exemple l'Allemagne en 1936, qui est le pays qui est le plus avancé en matière de musique, de philosophie, de sciences, de chimie, de culture. C'est le pays admiré de l'univers et qui à 9 ans va tomber dans les pires des exactions.
Vous voyez, donc on se demande, là aussi, s'il n'y a pas une sorte de constante de violence dans les individus, vous et moi, ou dans les groupes. Je parle de l'Allemagne, c'est vrai de la France, ou c'est vrai de n'importe quel autre groupe, aussi bien des Sioux que des Américains, vous voyez. Et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait s'appeler en effet le péché originel. Il y a une sorte de trace qui fait de nous des êtres toujours en danger de violence, quoi. Vous êtes étiqueté quand même comme un philosophe catholique, c'est une étiquette qui vous convient? Je ne sais pas qui a dit ça. Quand on dit Michel Serres, on vous apparente quand même à la religion catholique. Ah, vous ne savez pas? Ah, non, du tout. Vous dites des choses magnifiques. Vous dites, attendez, j'ai noté ça dans une interview, la religion, c'est l'ensemble des actes d'amour de l'homme et on n'existe jamais avant qu'on nous ait dit « je t'aime ». Oui, mais ça, je ne vois pas pourquoi ça serait plus catholique qu'autre chose. Ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a peut-être tendance, nous, à l'adapter à notre sauce aussi. Oui, c'est vrai. Non, enfin, attendez, bougez pas. Je bouge pas, Michel. Je vais essayer de rectifier cette affaire-là. Je ne sais pas pourquoi on a dit ça. Un philosophe n'est pas un philosophe quelque chose. S'il est un philosophe marxiste, ou s'il est un philosophe cartésien, ou s'il est un philosophe politique, si c'est un philosophe apparenté à tel parti, c'est pas un philosophe. Ça veut dire qu'il s'est mis au service d'un pouvoir, c'est ça? Ou d'une idéologie? Un philosophe, c'est quelqu'un qui ne sait rien, qui cherche du sens, qui n'est pas guidé par une philosophie, une religion ou une idéologie préalable. Et par conséquent, dès que vous associez un adjectif au mot philosophe, vous lui faites perdre un peu sa valeur ou son projet philosophique. Le projet philosophique est un projet d'examen critique, de doute, etc. Je ne crois pas être un philosophe quelque chose. Vous voyez, j'essaie de toute mon âme et de tout mon esprit de devenir philosophe, c'est-à-dire d'être. Mais là, il y a une indépendance presque obligatoire. Mais vous avez été élevé comme dans la religion catholique. Votre papa s'est converti sur le champ de bataille de Verdun. Conversion un peu. Non, j'ai été élevé en effet dans la religion catholique. Teinté de catharisme quand même. Oui, mon père était dans le pays où je suis né. On est à Agen. Vous êtes à Agen. Oui. Cathare, ça veut dire que la société est aux mains des puissances du mal. Ouais. Il y a le dieu du bien. C'est un peu le dieu de Saint-Augustin. Mais c'est vrai. Il y a le dieu du bien et le dieu du mal. Oui, mais c'est vrai que la société est aux mains des puissances du mal. C'est-à-dire, plus vous montez dans la société, plus vous vous approchez du mal. Et c'est pour ça que votre père vous giflait. Votre père vous giflait quand vous rapportiez un bon carnet de notes. Oui, bien sûr. Vous rapprochiez des puissances du mal. Monsieur, il avait raison d'ailleurs. Je trouve ça très bien. Mais il serait mortifié de vous savoir académicien, philosophe. Il serait pas très heureux, en effet. Non, mais il aurait raison. En effet, je n'ai pas le goût du pouvoir. Voilà, je n'ai pas le goût de ce que Pascal appelait des grandeurs d'établissement. Vous savez, je suis rentré à l'Académie pour une raison très simple. C'est que je suis à la tête d'une sorte d'entreprise humanitaire qui s'appelle le Corpus des œuvres de philosophie en langue française, puisque en France, on n'enseigne plus la philosophie de langue française, et j'essaie de la restituer. Et j'en suis à 160 volumes, personne ne veut m'aider. Et bon, le fait d'avoir ce titre de l'Académie française m'aide un peu à trouver des subventions, ça et là, pour essayer d'éditer cette cathédrale engloutie, voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Bien. Donc, c'était pas pour avoir des grandeurs d'établissement. C'est pour m'aider, voilà. J'avais lu dans ces fameuses chroniques que vous faites sur France Info, avec Michel Polaco le dimanche soir. Ça a donné donc lieu à 2 livres. Oui. Et il y a qui s'appelle Petite chronique du dimanche soir, tome 1, tome 1 et tome 2. Voilà. Et il y en a une où vous parlez de la crèche. Elle a été faite à Noël l'année dernière. Et vous dites, moi, dans la crèche, celui que j'aime bien, c'est pas Joseph, c'est pas Marie, c'est pas Jésus, c'est pas que vous ne les aimez pas, mais vous aimez le Ravi, Loup Ravi. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui il est pour vous? On est dans les cantons de Provence avec le Ravi. C'est très simple. D'abord, je demande ce que c'est qu'une statue. Ce qu'est une statue, c'est une personne, un corps immobilisé dans une sorte de geste. Et ce geste, le Ravi, il a les mains en l'air, non? Il a les mains en l'air parce qu'il est précisément stupéfait de ce qu'il voit. Voilà, il a les yeux comme vous, là. Voilà, comme ça. Il est stupéfait de ce qu'il voit. Et alors, c'est quelqu'un qui passe, le Ravi. Oui. Par conséquent, c'est vous ou moi. C'est-à-dire, nous visitons la crèche. Nous passons le long de la crèche. Et tout d'un coup, on est tellement stupéfait de ce qu'on voit. Il y a de quoi être stupéfait d'ailleurs, vous voyez. On est tellement stupéfait de ce qu'on voit qu'on dit « Ah mon Dieu, je n'avais pas pensé à une chose pareille. Ce qui arrive au monde est tellement extraordinaire que
je suis absolument stupéfait. Et me voilà devenu statue, et je rentre dans la Seine Sainte. C'est-à-dire que j'étais à l'extérieur de la Seine Sainte, et le fait d'être stupéfait, d'être ravi, allez, disons le mot, d'être en extase, fait que je deviens statue, mais exactement comme Joseph, et ceux qui sont statufiés dans la scène de la crèche. Et donc le ravi, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, qui à un certain moment, lorsque nous comprenons et lorsque nous participons à ce qui se joue dans cette affaire, eh bien, nous faisons partie de l'affaire. C'est-à-dire, nous sommes sauvés. Le ravi, c'est celui qui est sauvé. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, pas tout seul, mais vous avez sauvé l'enfant Jésus. Vous avez sauvé un petit enfant. Ah, c'est une vieille histoire, en effet. C'est une vieille histoire, mais elle est tellement jolie. C'est un beau conte de Noël, sauf que c'est pas un conte, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. J'ai longtemps dans ma vie été alpiniste. Très sportif. Oui, alpiniste, bon. Et vous savez, il y a deux sortes de parois. Il y a la paroi verticale et la paroi horizontale. La paroi verticale, c'est, je sais pas, le Cervin ou l'Himalaya. Puis la paroi horizontale, c'est le désert. Alors, voilà. Il faut faire les deux parois pour savoir exactement les deux. Donc, j'ai fait pas mal de Sahara à cette époque-là. Et un jour, au détour d'une dune, un gosse de 5-6 ans s'est mis dans mes jambes. Et il tombait par terre, stupéfait, dans le désert, trouver un gosse, vous voyez, c'était absolument stupéfiant. Je l'ai pris dans mes bras, etc. Il est tremblé, il avait les dents crochetées, etc. Alors, nous sommes arrêtés, on a monté la tente, on a fait un peu de thé. Alors, quand j'ai enlevé mon bonnet, il a vu que j'avais les cheveux blancs. Il s'est précipité dans mes bras comme si j'étais son grand-père. Il y a une photo extraordinaire qu'on a gardée où j'ai ce gosse dans les bras. Et donc, on le remet en état en vie. Vous le nourrissez. Oui, oui. Et puis, il était perdu dans le désert, oui. Quelle est la probabilité d'ailleurs de trouver un gosse dans le désert, dans cette unité, etc. Voilà. Aucune. Et deux de mes amis ont cette idée géniale, que j'admire beaucoup, c'est que dès que la nuit est tombée, ils sont montés sur les dunes, ils ont fait des appels avec leur lampe électrique vers le ciel, vous voyez. Et à 3 heures du matin, c'était inévitable, la tribu qui avait perdu l'enfant était chez nous, ils avaient suivi l'étoile, enfin, c'est-à-dire les signaux dans le désert. Et j'ai vu à 3 heures du matin tout la mère, le père arriver en pleurant, être dans mes bras. En même temps, d'ailleurs, il voulait me donner une chamelle comme cadeau. Je ne vois pas ce que j'aurais fait d'une chamelle à Vincennes, Val-de-Marne. Et puis c'était le soir de Noël. Oui. Ça y avait, c'était le 25 décembre au soir que cette histoire est arrivée. C'était vraiment. Alors tout le monde pleurait, c'était extraordinaire. J'imagine qu'on a le cœur complètement inondé par la joie. C'était fou. C'était fou de sauver un gosse et de l'avoir dans les bras au moment précisément de cette date-là. Évidemment, pour eux, ce n'était pas une date importante, mais pour tous ceux qui participaient à ce trek, comme on dit, avec moi, avaient trouvé cette histoire extraordinaire. Magnifique, avec la concordance de la date. Oui, tout à fait, puis d'enfant. Je tenais à ce que vous la racontiez. Là, j'étais ravi. Voilà, justement. J'étais plutôt Joseph, là, que le ravi, dans ce cas-là. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour vous encore, que vous associez même directement à une figure de sainteté, c'est Simone Veil, la philosophe. Oui. Simone Veil n'est pas tout à fait ma contemporaine, mais un peu plus âgée que moi, bien sûr. Bien sûr. Elle faisait partie de l'équipée de Londres avec le général de Gaulle. Et elle était la sœur d'un grand mathématicien qui a fondé l'école Bourbaki, qui s'appelle André Veil, voilà. Que j'ai bien connu. Et j'ai lu... donc, ses premiers livres ont paru juste après la guerre, La pesanteur et la grâce, et des choses comme ça. Et elle a beaucoup contribué à ma formation, parce que comme j'étais moi-même scientifique à l'époque, je préparais l'école navale, j'étais plutôt en taupe, comme on dit, vous voyez, elle m'a fait beaucoup avancer dans ces questions de violence, de guerre, des questions concernant la politique au début. Peut-être la foi aussi, parce qu'elle était juive, elle s'est convertie Elle s'est convertie, d'ailleurs ça n'a pas été commode, puisqu'il y a encore beaucoup de bagarres sur son prétendu antisémitisme, vous vous rappelez, parce que elle a des paroles, des faits qui sont assez cruels à cet égard. Bon, ben voilà. Ça a été très important. Je ne dis pas seulement pour moi, parce que je me souviens avoir eu des réunions avec des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français en dehors de Paris, et nous avions le même âge, et nous étions philosophes à cause d'elle. Elle avait beaucoup contribué. À un certain moment, elle a eu une influence très importante sur ma génération. Vivre vraiment, c'est vivre avec joie. Oui. Elle était, oui.
Mais Spinoza le disait aussi. Mais je le dis aussi. C'est la splendeur de la joie, c'est le but de la philosophie. Je voudrais qu'on revienne à ce fauteuil 18 de l'Académie française. Vous voyez vraiment que c'est important. Hein, c'est très très important. Avec les 3 personnes, enfin 4 avec vous, mais je vais vous extraire, les 3 personnes qui l'ont occupé pendant le XXe siècle. On a le maréchal Foch, on a Pétain juste derrière et Edgar Faure encore après. Vous avez donc succédé à Edgar Faure. Et tous ces noms ont une résonance par rapport à la guerre, oui. Et par un siècle de guerre. D'ailleurs, quand j'ai fait mon discours à l'Académie française, je n'ai pas cité évidemment Pétain puisqu'il avait été exclu, donc on considère qu'il n'y a pas... Et puis le fauteuil n'a pas été comblé de son vivant, en fait. Non, voilà. Oui, c'est ça. Non, de toute façon, l'hommage mais en était effet, pour Edgar Faure. C'était des souvenirs de la guerre de 14, de la guerre de 39, parce qu'il y a eu en plus... l'ancien ambassadeur à Berlin, dont j'ai oublié le nom, François Poncet, oui, qui était là justement, donc il est ambassadeur à... D'ailleurs, il s'était très trompé, parce il y a des lettres de lui où il dit « Non, Hitler n'est pas important, l'important c'est Mussolini ». Oui. Mais enfin, bon, c'est un fauteuil guerrier quelque part quand même. Hein. Alors que vous étiez là pour apporter la paix, fils de paysan. Le mot paix vient du mot paysan, paysage, pacifié. Et c'était très fort quand même de vous mettre sur ce fauteuil-là. Oui, vous, enfant de la guerre... J'ai dû en parler précisément en rentrant dans le discours où je faisais l'éloge d'Edgar Faure. Et c'est peut-être en réfléchissant sur le travail d'Edgar Faure et sur sa carrière que j'ai été amené à faire le bilan des choses qui m'ont amené à faire le livre sur l'ominescence. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis aperçu, en étudiant bien la période où il avait influencé la politique française, je me suis aperçu en effet qu'il y avait là une coupure béante qui explique parfaitement 68, qu'on ne comprend pas si on se réfère seulement à la politique, mais dont on comprend la profondeur dès lors qu'on enfonce une sonde anthropologique, qu'on voit les problèmes concernant la durée de la vie humaine, l'espérance de vie... Le rapport au corps, comme vous disiez, à la douleur... Le rapport au monde, de l'agriculteur, etc. D'ailleurs, la Révolution de 68 a été précédée d'une révolution paysanne très importante, où il y a eu des morts à Quimper, à Rodez, un peu partout dans les provinces françaises, et elle a été précédée par l'aggiornamento de Jean XXIII. C'est-à-dire, il y avait des césures importantes dans le monde paysan, dans le monde chrétien, etc. Et le 68 n'a été que la suite de ce tremblement de terre-là, oui. Vous êtes, je disais donc, un enfant de la guerre, c'est-à-dire un enfant du froid, de la peur, de la souffrance aussi, un enfant qui a eu faim. Et a priori, vous dites, voilà, pourquoi je suis finalement devenu philosophe, peut-être parce que j'ai toujours faim, donc faim de savoir, peut-être aussi parce que gaucher contrarié, on ne sait jamais. C'est Hiroshima. Et puis surtout Hiroshima. Je suis né adulte à Hiroshima. Ah oui. Je crois que là, si vous voulez, à Hiroshima, il se joue quelque chose pour l'Occident très important. Et non seulement pour l'Occident, mais pour la confiance que nous avions dans la raison. Vous voyez ? C'est-à-dire tous les problèmes qui aujourd'hui ont la dénomination de éthique scientifique, déontologie, vous voyez, des choses de ce genre, sont nés là. Sont nés à Hiroshima et Nagasaki ? Oui, je me rappelle avoir fait un article un jour qui s'appelait « La thanatocratie » où je dis c'est la première fois que se posent à la science des questions fondamentales concernant son rapport à la société. Et là, il y a quelque chose qui fait décliner notre rapport à l'histoire, notre confiance dans le progrès, notre optimisme rationnel, et ainsi de suite. Là, il y a un éclair qui transforme l'Occident. Ah oui, je crois. Et ça a transformé ma vie, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, j'étais scientifique et j'ai eu besoin de passer à une réflexion un peu latérale par rapport aux sciences. Et je me souviens des gens Bachelard, par exemple, qui, 30 ans après Hiroshima, faisaient encore des livres qui s'appelaient le rationalisme, etc., de la physique. Matérialisme rationnel, etc. Ils n'avaient pas entendu le tonnerre d'Hiroshima. Mes professeurs n'avaient pas vu l'éclair d'Hiroshima, les professeurs d'épistémologie, comme on disait. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que ce mot épistémologie, qui est un mot si rare, n'est-ce pas, que personne ne comprenait à l'époque, qui veut dire philosophie des sciences, aujourd'hui, mais tout le monde dans la rue est épistémologue, puisque tout le monde se pose des questions sur le rapport de la science à la société. Tout le monde se pose la question, est-ce que le portable va me donner le cancer, est-ce que, etc.
tout le monde se pose des questions sur la chimie, se pose des questions sur le nucléaire, etc. Sur, voilà, oui. Vous voyez donc que le problème est là, et c'est moi le premier qui ai écrit là-dessus, de dire les problèmes de la science et de la société sont des problèmes à la fois moraux, sociaux, politiques, etc. Dimensions qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Vous aviez 15 ans pour Hiroshima. À quoi il ressemblait le petit Michel Serres, enfant quel genre de petit garçon c'était? Nous l'avons oublié. Oh mince. Il était tellement petit. Il n'est pas en vous? Il doit être en moi, mais il est très développé alors dans ce cas-là. Je crois qu'à cette époque, à 15 ans, puisque vous en parlez, j'avais déjà l'idée, parce que je ne suis fier que de 2 ou 3 choses, c'est pas beaucoup. Mais de quoi êtes-vous fier alors? Mais le fait, en philosophie, j'ai toujours pensé que la philosophie c'était l'anticipation. Il faut anticiper. De même que Foch disait gouverner, c'est prévoir. Oui, vous voyez, oui, on se retrouve dans un autre que style. Richelieu l'avait dit sans doute avant lui. Bon. Dès ces années-là, je percevais que l'activité humaine avait subi des transformations profondes. C'est-à-dire que nous passions du règne des cols bleus aux cols blancs, vous voyez, des ouvriers aux messagers. C'est-à-dire de Prométhée à Hermès. Mes premiers livres s'appellent Hermès. J'étais un des premiers à parler de la communication, vous voyez. Bon, alors du coup, là, il y avait anticipation sur la culture à venir, et je suis content quand même de l'avoir réalisé, ce geste-là. Vous voyez, comme je suis content d'avoir réalisé le geste du contrat naturel il y a déjà 15 à 20 ans, alors que tous les philosophes à l'époque où j'ai écrit le contrat naturel, n'ont fait que des articles fulgurants contre moi. Ah bah oui, mais vous avez été littéralement banni et de la société philosophique et de France. Le contrat naturel, ça paraissait... Or aujourd'hui, le pacte écologique fait des centaines de millions de... Vous connaissez la fameuse phrase, nul n'est prophète en son pays, etc. etc. Oui, pas seulement en son pays. Il ne faut jamais dire les choses le premier, tout simplement. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement. Mais ce travail d'anticipation, c'est quand même le travail de la philosophie, je crois. C'est peut-être aussi l'anticipation, c'est quelque chose qui sert beaucoup aux marins. Vous dites que vous avez eu 2 maîtresses, la Garonne d'une part et la mer, parce que vous êtes allé en haute mer, etc. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez le marin, l'anticipation. Un marin qui n'anticipe pas, il est mort. Oui, si vous voulez. Mais la mer, c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup l'alpinisme de haute montagne. Oui. Je crois qu'il y a... pour le marin, quand il est dans l'espace hauturier, c'est-à-dire en haute mer, un rapport à la planète. C'est-à-dire des espaces non habitables. Il n'y en a pas beaucoup d'espaces non habitables. Il y a la haute montagne, il y a la haute mer, et puis, disons, la banquise ou le désert. Vous voyez, on va appeler ça la haute terre. On a déjà parlé du désert, on a parlé de la mer, et le rapport au monde est un rapport que les philosophes avaient quand même oublié. Et je les appelle acosmistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rapport avec le cosmos. Et les délices que j'ai vécues en haute mer, même si ça peut être quelquefois très sévère, ou en haute montagne, etc., c'était le contact avec la planète elle-même en tant que notre vaisseau. Vous voyez? Et que le problème aujourd'hui, c'est vraiment le rapport à ce vaisseau-là. Ce vaisseau-là est en danger. C'est comme je le disais pour le contrat naturel. Et donc, si vous faites allusion à cette partie de ma vie un peu lointaine, bien sûr, c'est simplement que j'ai vécu là le rapport direct avec le vaisseau en question. Oui, voilà. Alors, je voulais vous faire un cadeau, mais je vous préviens, il pèse quelques kilos. On a reçu il y a quelque temps Philippe Plisson, photographe de la mer, qui a fait un livre qui s'appelle donc Sagesse de marin, et j'en ai sélectionné une, mais je vous le donnerai, le livre. Au 11 juin, j'aime beaucoup cette citation de Platon. Donc ce sont des très belles photos maritimes associées avec une citation de sagesse maritime. Et Platon dit, il y a 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et les marins. Et ceux qui vont sur la mer. Vous la connaissiez évidemment. Oui. Elle doit vous plaire, cette citation. C'est-à-dire, il le dit... il ne faut pas oublier que ceux-là ne vont pas sur la mer, c'est des compétiteurs. C'est des compétiteurs. C'est pas la même chose, oui. Et non, c'est les investisseurs des grands capitaux. Mais je vais vous donner le livre, vous verrez. Et puis en plus, ça va me débarrasser. Tenez, Michel, vous posez ça par terre, vous prendrez ça en partant. Il y a les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la planète. Pas seulement les marins, parce que Platon dit la mer, parce que le bon grec est éduqué par Homère, par Ulysse. Ulysse, c'est un peuple de marins.
Mais la haute montagne, c'est pareil, le désert, c'est pareil, la banquise, c'est pareil. C'est le rapport à une planète dont on croyait qu'elle était notre nécessité et que nous savons maintenant qu'elle est notre fragilité. Voilà, c'est ça. Quand on est marin, quand on est sportif, comme vous l'avez été, grand sportif, on a donc un rapport au corps privilégié. Vous avez fait beaucoup de choses, de livres sur les corps. On a déjà parlé des 5 sens, il y a aussi Variations sur le corps, etc. Oui. C'est vrai que vous avez mis en avant ce corps et pas du tout en opposition avec l'esprit, surtout pas. Et nous, ça nous parle beaucoup sur une chaîne catholique, parce qu'on est quand même la religion de l'incarnation, finalement, la religion catholique. Oui, c'est peut-être la religion la plus incarnée qui soit. Le mot corps est le mot le plus répété de la messe, je crois, tout simplement. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah tiens, il faudra que je vois ça dimanche. Ah bien sûr, oui. Oui, c'est une religion du corps, contrairement à ce qu'on dit partout. Oui, je me souviens très bien avoir fait passer autrefois le concours de l'école normale, et j'avais posé une question concernant le corps, et tout le monde parlait de la religion chrétienne comme une religion sans corps. Parce que, elle a en effet cette réputation-là, alors que c'est faux. Elle a peut-être bien mérité aussi, dans le sens où, à un moment, on avait un rapport avec le corps qui était un peu difficile. Mais moi, je crois que ce n'était pas la religion qui avait un rapport comme ça avec le corps, c'était la totalité de la culture qui est autour d'elle. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Louis XIV, le rapport au corps, c'est un rapport à la douleur, à la maladie presque constante. La douleur était quotidienne, elle était cruelle, elle était continue. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons complètement oublié ces éléments fondamentaux et ces contraintes corporelles. Nous les avons oubliés parce que nous avons un nouveau corps. Vous voyez, le corps de nos contemporains n'a rien à voir, ou presque rien à voir, avec le corps même de nos grands-parents ou de nos ancêtres assez proches. Je ne sais pas, moi, un médecin des années 38 avait dans son cabinet sur 10 patients 6 syphilitiques et 3 tuberculeux. Ces 9-là ont disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce corps-là a disparu. La plupart des gens ne se déshabillaient pas parce qu'ils étaient marqués par la petite vérole. La petite vérole est éradiquée par l'OMS dans les années 70, complètement. Donc vous pouvez vous mettre toute nue, c'est pas difficile. Écoutez... Non, mais je veux dire par là, si vous voulez, qu'on se déshabille sur les plages pour des raisons tout à fait nouvelles. C'est ça. D'ailleurs, vous racontez, je ne sais plus où je l'ai lu, j'ai lu tellement de choses de vous, qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé sur une plage nudiste et que c'était très intéressant comme expérience. Oui, tout à fait, parce qu'on voit tout le temps la différence entre les corps des animaux et jamais la différence entre les corps humains. Et j'ai été passionné, en effet, de voir la variété. Alors, on est sur un point de vue philosophique, n'allez pas nous faire dire, chers téléspectateurs, ce qu'on n'a pas dit. Mais voilà, d'un point de vue philosophique. C'est certain. Spinoza disait, nous ne savons pas ce que peut le corps. Voilà. Ça, c'est une phrase sur laquelle vous appuyez. Et puis aussi dire autre chose, c'est que dans les années dont vous parlez, c'est-à-dire dans les années 45-50, les gens pariaient sur la robotique. C'est-à-dire, il disait qu'en l'an 2000, n'importe quelle mère de famille aurait un robot à la maison qui descendrait la poubelle, qui ferait la vaiselle, qui amènerait les enfants à l'école, etc. Moi, j'ai un mari pour ça. C'est fini. Maintenant, c'est l'informatique qui a gagné sur la robotique. Pourquoi Bien parce que les opérations de l'esprit sont plus faciles à mécaniser que le corps. Le corps est beaucoup plus difficile à mécaniser que l'esprit. Et du coup, la robotique peut marcher pour des opérations d'usine ou de transformation raffinée, mais pour le corps, c'est très difficile. Alors ça me fait penser à une question. Je vous avais demandé d'apporter un objet. Il m'a dit oui, je l'ai, mais vous n'avez pas voulu me le montrer avant l'émission. Mais si je l'ai, je vais vous le montrer, si vous voulez. Oui, c'est quoi? Il y a une légende juive du Moyen-Âge qu'on appelle la légende du golem. Oui. D'accord. Vous la connaissez. Alors, je vous apporte un golem. Je vous apporte Frankenstein. Je vous apporte... Si, vous allez voir que je vous l'apporte. J'aurais préféré quelque chose. Vous allez voir. Apportez-moi le golem, alors. Oui, je vous apporte le golem, c'est-à-dire que le golem, c'était une statue animée, c'est-à-dire un être artificiel fait de main d'homme, mais un homme... Enfin, monstrueux, quand même. Non, pas du tout. C'était un homme comme vous et moi, une femme comme vous et moi, mais qui était simplement animé par le fait qu'il avait fixé sur le front un texte de la Bible. Et cette idée est une idée très intéressante, parce que c'est la première idée de la programmation. D'une certaine manière, c'est la première idée du logiciel. Votre ordinateur est un golem, c'est-à-dire il a un logiciel, etc. Et puis il a du hard, c'est-à-dire un corps. Et voilà. Et par conséquent, est-ce qu'il y a des golems aujourd'hui? Et je vous réponds, nous sommes tous des golems. Pourquoi? Eh bien parce que j'observe beaucoup aujourd'hui une sorte de formatage global de la société et des individus, tel que lorsque j'assiste à des conversations, dans les repas ou dans les rencontres, etc.,
Par exemple, je fais une conférence à tel endroit, on me pose des questions, et les questions sont toujours la répétition de ce qui a été entendu à la télé à midi la veille, ou le soir, etc. Par conséquent, je demande aux gens, mais voyons, êtes-vous vraiment des individus, ou êtes-vous simplement des haut-parleurs de ce que vous avez entendu à la télévision? Et par conséquent, vous voulez des golems, vous n'avez qu'à sortir dans la rue, il n'y a plus que des golems. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que la génération, et elle a raison, s'est libérée des contraintes morales, religieuses, tout ce que vous voudrez, et ça c'est vrai qu'elles l'ont fait pour le meilleur et pour le pire, et souvent pour le meilleur. Mais aujourd'hui, la contrainte majeure, c'est que nous sommes des objets programmés par les médias. Et je vois très bien comment, au lieu d'avoir sur le front fixé un texte biblique, ils ont sur le front fixé les images et les phrases qu'on entend à la télévision, à TF1, à midi et le soir. Vous voyez. Par conséquent, le danger est énorme. Le danger est énorme. Et à ce moment-là, le rôle du philosophe, c'est de le dire. Vous m'avez demandé d'apporter un objet. C'est la chose la plus importante que j'ai à dire aujourd'hui. Arrêtez-vous d'être des golems. Arrêtez-vous d'être les golems de PPDA. Vous voyez, c'est-à-dire vous ne faites que répéter ce que vous avez entendu la veille à la télé. Et nous n'entendons que ça. Et qui êtes-vous? Vous n'êtes plus des sujets, vous êtes des objets. Vous m'avez demandé d'apporter un objet, je vous emporte 10 millions de Parisiens. Ça vous suffit pas? Mais ce sont des objets, madame. On en revient à ce que vous disiez. Alors faites attention. Éteignez la télévision. Faites attention, c'est-à-dire ne vous laissez pas programmer par la voix de son maître, vous savez. C'est-à-dire vous êtes un petit chien et vous entendez le culot qu'ils ont eu de mettre la voix de son maître, vous vous rendez compte? Mais c'est nos maîtres, en effet. Non seulement c'est nos maîtres, c'est nos programmateurs. Alors faites attention, mon rôle de philosophe, c'est de le dire. C'est bien cet objet-là que je vous amène 10 millions de golems. Voilà. Je ne sais pas où je vais les ranger, Michel. Ça va être compliqué à la maison. Bon, un autre objet que vous m'avez amené, un livre sublime de vous, Michel Serres, sur le peintre vénitien Carpaccio. Grand peintre s'il en fut. Voilà. Alors, on va voir différentes photos qui vont suivre. C'est une église qui se trouve à Venise. C'est une église qui se trouve un peu à écart du circuit ordinaire des touristes. La chapelle des Esclavons. Des Esclavons, exactement. Ce qui veut dire slave, c'est-à-dire c'est une chapelle qui avait été construite par une communauté de la rive d'en face de l'Adriatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Yougoslaves. On ne dirait pas slavons, on dirait Yougoslavons, si vous voulez. Bon. Et à l'intérieur de cette chapelle très jolie, il y a donc 9 tableaux de Carpaccio, de gauche à droite. Qui décorent, on va dire. Qui décorent, oui, c'est ça. L'église. Et vous aviez déjà fait, il y a 30 ans, un premier livre. Un premier livre sur Carpaccio, mais plus global, où je ne prenais les tableaux qu'un par un et je les décrivais de façon unique, vous voyez. Et là, vous vous êtes dit, mais ils sont peut-être liés entre eux, ces tableaux. Il y a peut-être un récit. Et vous reprenez On commence par le tableau de gauche, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. C'est ça. On termine sur la droite par Saint-Augustin en extase. On se demande même un peu ce qu'il fait là par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc on va voir les images. Voilà, Saint-Georges qui terrasse le dragon. Et vous arrivez à les relier. C'est passionnant à lire. Vous arrivez à les relier entre eux par le récit. Je vais vous laisser nous raconter ça. Alors le récit est à plusieurs entrées, bien entendu. Mais le récit, au fond, ne pose qu'une question. Et c'est celle que nous posons depuis le début de notre entretien, cher ami. C'est que comment gérer la violence, comment domestiquer la violence. Et donc Saint-Georges, luttant contre le dragon, a derrière lui, je ne sais pas si l'image est toujours derrière moi, a derrière lui la ville qu'il est en train de protéger contre les exactions du dragon, et cette ville, les habitants de cette ville sont... Voilà, c'est ça. On voit très bien. Et les habitants de cette ville sont en train de regarder de très loin des terrasses et des balcons des constructions, sont en train de regarder avec effarement la lutte de Saint-Georges contre le dragon. Voyez. Alors, on a l'impression, si vous voulez, que la question, c'est qui c'est le dragon? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est cette bête immonde? Vous voyez, cette bête qui est probablement le symbole ou l'image de la violence collective. C'est-à-dire, le dragon qui ravage la ville, c'est au fond la violence de nous tous assemblés dans cette ville-là.
Et juste par la suite, il y a des tableaux représentant... Alors, je vais lui montrer parce qu'il y a un super dépliant. Il y a un super où on a les 9 tableaux. Donc on va dire que je suis la petite chapelle des esclavons, je suis les murs. Et voilà. on regarde ça comme ça. Voilà, c'est ça. On voit la totalité des tableaux. Et toute cette histoire raconte justement cette gestion de la violence, comment passer de la lutte de Saint-Georges contre le dragon à la paix que subit Saint-Augustin lorsqu'il rentre en extase. Alors, qu'est-ce que Saint-Augustin en extase fait justement Voilà, c'est l'opposé de Saint-Georges. Vous avez raison de poser la question. La question, c'est certainement qu'est-ce que Saint-Augustin fait là, puisque au début, la communauté des Yougoslaves en question avait demandé à Carpaccio d'illustrer les vies de saints qui leur étaient chères, c'est-à-dire Saint Jérôme, Saint Georges, et le plus connu de tous, Saint Tryphon, qui est le plus connu, vous le savez, pourquoi? C'est le jeune enfant qui a réussi à apprivoiser. Mais non, Saint Tryphon, c'est le prénom du professeur Tournesol, voyons. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas fait le lien. Mais oui, c'est lui. Bien sûr. Et donc, il est beaucoup plus connu. Quand j'ai connu Saint Tryphon à Venise, je me disais, mais qui c'est Saint Tryphon? Et depuis, je me dis, mais voyons. Et alors, bon, la suite de ces tableaux fait voir justement le traitement de la violence avec au beau milieu 2 scènes évangéliques, c'est-à-dire l'agonie du Christ au jardin des Oliviers et la vocation de Saint Matthieu. Alors tout se passe comme si il y avait l'avant-christianisme, c'est ça, l'avant-christianisme et l'après-christianisme. Alors, à l'avant-christianisme, c'est tout ce qui est les vies de saints, comme la vie de Saint Tryphon, de Saint, etc., et de Saint Georges. Il y a l'avènement du christianisme. Et l'avènement du christianisme. Et ensuite, les animaux qui sont imaginaires à gauche, c'est-à-dire le dragon le griffon, sort de ce corps, bête immonde, vous vous rappelez, sort de ce corps. Donc, le griffon est l'image ou le symbole de la violence individuelle, non pas sociale. Et tout d'un coup, sur le tableau de droite, après le christianisme, c'est plus une bête imaginaire qui est là, c'est une bête réelle. C'est le lion. Et le lion de Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme. Ouais. Et au lieu d'être à l'extérieur de la ville, Saint-Jérôme l'amène à l'intérieur de la communauté humaine. Et on voit tous les moines qui s'enfuient en courant. Robes au vent, fuir d'épouvante devant l'avènement du lion dans leur maison. Et alors, Jacques d'Oragine raconte dans ses vies de saints que Saint-Jérôme s'est approché du lion terrifiant, menaçant, toute griffe dehors, et avait repéré dans ses pattes, au milieu de ses griffes, une épine. Il lui avait, comme on dit, tiré une épine du pied. Et du coup, oubliant sa souffrance, le lion devient complètement apprivoisé, domestiqué, apaisé, et devient comme un petit chiot qui suit son maître, vous voyez. Et la leçon de cette histoire est très simple, c'est de dire... moi, je ne crois pas qu'il lui ait tiré une épine du pied. Je crois que Jacques de Voragine se trompe. C'est qu'en s'approchant de son ennemi, on s'aperçoit que ses griffes ne sont que des épines qui le font souffrir. Tous les dragons de votre vie ne sont que des princesses qui appellent au secours. C'est-à-dire, lorsque vous avez un ennemi, vous avez parlé de la polémique tout à l'heure, voilà pourquoi je ne fais pas de polémique. C'est-à-dire, quand vous vous approchez doucement, vous approchez de votre ennemi dont vous avez peur parce que vous voyez ses dents, vous voyez ses griffes, vous voyez ses menaces, vous vous apercevez que ces griffes sont des épines qui le font souffrir et que les hurlements qui vous font peur ne sont que des hurlements de douleur. Vous voyez ? Tous les dragons de votre vie ne sont que des princesses qui appellent au secours. Et du coup, s'approcher de l'ennemi. Qui est courageux dans cette affaire? On voit Saint-Georges lutter contre le dragon à distance de lance. Vous savez, les rampes nucléaires sont à quand même 10 000 km de l'ennemi. C'est ça le courage, être 10 000 km de l'ennemi. Petit péteux. Tandis que le père Saint-Jérôme, il s'approche du lion. Et sous la robe de bure, il est à poil. Hein? Il n'a pas de cuirasse, il n'a pas de lance, il n'a pas d'épée, il s'approche. Et il s'aperçoit tout d'un coup que la griffe, c'est une épine. C'est une épine. Et par conséquent, ça m'a donné l'idée de relire Le Bon Samaritain. Et Le Bon Samaritain, il s'approche du blessé, n'est-ce pas? Vous avez besoin, vous, qu'un Dieu descende du ciel pour vous apprendre d'aller soigner un blessé dans le fossé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la lecture idiote du Bon Samaritain. Mais la lecture vraie, c'est bien différent. Qui c'était le Samaritain? C'était l'ennemi public numéro 1. Oui, tout à fait. Oui. Bon, et par conséquent, dire le bon samaritain, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque de Jésus? Vous voulez que je vous le dise? Ça veut dire le bon nazi. Ça veut dire le bon SS. Ça veut dire, quel que soit l'ennemi,
quelle que soit la violence qu'il déploie envers nous, il est bon. Le lion, quelle que soit sa violence, etc., il est bon. C'est-à-dire son épine, c'est une griffe. Donc le bon samaritain, ça veut dire approche-toi du samaritain. Ça ne veut pas dire approche-toi du blessé. Parce que on n'a pas besoin du Christ pour nous dire de s'approcher du blessé. Non, non. Ça veut dire le bon samaritain. C'est dans l'expression le bon samaritain qu'est la vérité de la parabole. C'est-à-dire, si je disais aujourd'hui le bon SS en public, on me foutrait en tôle, bien sûr. Mais on a foutu en tôle celui qui avait dit le bon samaritain. Et on l'a condamné à mort. Vous savez, c'est une morale vraiment plate que de soigner les blessés. Mais c'est une morale transcendante que de dire que le pire des hommes est bon. Que le pire des hommes est quand même bon. Ça, c'est de la vraie morale. Mais quand même digne d'être sauvé. Vrai. Alors là, ça vaut le coup d'avoir un Dieu qui descend du ciel pour nous dire ça, parce que c'est difficile à entendre. C'est même tel que nous sommes sourds à cette affaire-là. Hein. Et donc, dans les tableaux de Carpaccio, il y a là des images qui racontent des histoires qui ne sont pas seulement des histoires qui permettent, comme une bande dessinée, à suivre comme ça le récit de 9 tableaux, mais ça nous apprend des choses. On ne sort pas de cette église comme on y est rentré. Alors c'est pour ça que j'ai dit les esclaves libérés. Alors, je remontre ce livre, je cherche l'éditeur. C'est Le Pommier. C'est Le Pommier, c'est votre éditeur habituel. Oui, mon éditeur habituel. Le Pommier, mais on peut tout aussi bien se payer le voyage. C'est un somptueux cadeau de Noël. Hein. Voilà. Et on peut aussi bien se payer le voyage jusqu'à Venise aussi. Le livre sous le bras pour avoir les explications. L'émission va se terminer, c'est dommage, j'aurais voulu qu'on parle d'Hergé, qui était votre ami, de Tintin et du Capitaine Haddock. Ce sera pour une prochaine fois. Je voudrais juste vous poser une dernière question, Michel Serres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter de terminer mes livres. C'est-à-dire, je suis au moment, à un âge où une affaire un peu importante se joue. C'est-à-dire, est-ce que je finirai ou est-ce que je ne finirai pas? Voilà, c'est ça. Alors, souhaitez-moi de finir correctement. Eh ben, je vous le souhaite et de rester encore avec nous très 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 longtemps. Vous êtes jeune. Oui, vous êtes, oh là là, si jeune à l'intérieur. On le voit dans la fougue que vous mettez à partager vos idées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur VIP, sur KTO. Et à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir Michel Serres. Restez là. KTO